Bienvenue sur Biam, le podcast de l'entrepreneuriat féminin au Japon. Je m'appelle Mathilde Dubois et avec mon associée Alice Agnolet, nous avons fondé Tokimeki, une agence événementielle basée à Tokyo qui a pour but de soutenir les entreprises étrangères voulant organiser des opérations au pays du soleil levant. À travers ce podcast, on veut vous partager notre quotidien de femmes entrepreneurs qui facilite les collaborations entre différentes cultures. On vous fera aussi découvrir des invités exceptionnels qui partageront avec nous leur parcours de vie et leurs expériences dans l'archipel. Japonophiles, femmes, hommes, entrepreneurs d'aujourd'hui ou de demain, on espère que notre podcast vous plaira. Épisode 3. Oui. Bienvenue sur le 3e épisode du podcast de Tokimeki. L'invité mystère. Dont le nom est encore une surprise. Et donc notre invité mystère de la journée. Je parle du nom du podcast, pas du nom de l'invité. Le nom de l'invité, on le connaît. Le nom de l'invité, c'est... Léopold. Oui. Léopold. Ouais, il fallait absolument qu'on ait Léopold avec nous donc on l'appelle Léo en vrai dans la vie de tous les jours. Fallait absolument qu'on ait Léo avec nous sur le podcast parce que c'est un petit peu à cause de Léo maintenant qu'on fait aussi un podcast. Léo, est-ce que tu veux bien? Donc pour la petite intro, Léo c'est notre actuel stagiaire qui nous a boosté à fond sur la communication digitale. Il va revenir un peu là-dessus dans les minutes qui vont suivre ou dans le prochain épisode. Ouh. Et pour qu'on comprenne un petit peu comment est-ce qu'un jeune Léo est venu travailler chez Tokimeki, on va te demander de présenter ton parcours rapidement ou pas rapidement. Bien sûr. Déjà merci de m'avoir invité sur ce podcast. Ça nous fait plaisir. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de partager la scène avec deux femmes aussi extraordinaires que vous. Oh là là. C'était même pas scripté. On sait pas ce qu'il va dire, c'est la surprise. Pour mon parcours, en fait j'ai fait du coup comme Alice et Mathilde, je suis passé par l'INALCO. J'ai d'abord fait une première année à Toulouse en licence de japonais, donc LSER japonais, doublé avec une licence de documentation et d'information parce que je voulais initialement travailler dans l'édition. Okay. Ensuite je suis parti à l'INALCO parce que mes professeurs de Toulouse en fait connaissaient l'INALCO et certains en fait ressortaient de l'INALCO. Donc c'était un peu peut-être la mafia de l'INALCO, on sait pas. Ils m'ont vraiment recommandé donc cette université, cet institut. Donc je les ai pris au mot et j'y suis allé. J'ai ensuite fait 4 ans là-bas et comme toi Mathilde, j'ai fait un master en communication interculturelle. Yes. Ce qui m'a amené à vous contacter. Ouais. Au début de l'année dernière, donc en décembre 2023. Fin de l'année dernière. Ouais. Excusez-moi. Fin de l'année dernière, décembre 2023, parce que je cherchais un stage de fin d'études, un stage de 6 mois. Pour terminer mes études, c'était important pour moi de pouvoir faire quand même un stage au Japon, parce que effectivement, du coup, j'ai continué à l'INALCO dans la section japonais. Et pourquoi pas essayer de faire un stage qui allie donc mes études en japonais, mes études en communication et en marketing. Chez Tokimeki, j'avais l'occasion de faire ça, donc c'était parfait pour moi. Yes, mais en tout cas, nous on est ravis que tu nous aies contactés et que tu n'aies pas lâché l'affaire. N'hésitez pas à contacter les entreprises qui vous intéressent parce qu'effectivement, des fois, nous on n'avait pas du tout prévu d'avoir un stagiaire. Et puis au début, on n'avait pas trop ouvert la porte non plus à un stage, et puis finalement, Léo il a été tellement. J'ai un peu mis convaincant. le pied. Ouais, il a mis le pied dans la porte, après il y avait l'épaule dans la porte, et puis après le corps entier était passé. Non, mais c'est vrai que c'était intéressant, puis même pour nous c'était intéressant de prendre on avait eu Elise qui était venue en stage, mais pendant 3 mois, et puis Elise elle était pas sur une fin d'études, plutôt sur un début d'études, donc on n'était vraiment pas sur les mêmes objectifs. Deux profils de maturité différents. Et du intéressant. Du coup c'est vrai que on sentait que Léo il avait réfléchi à ce qu'il pouvait faire, voulait faire, pouvait apporter, voulait apprendre. Et du coup, nous on a fait nos comptes, on a fait nos petits calculs, on savait qu'on voulait relancer la communication, parce qu'on retravaillait, on était justement en train de retravailler le site. Donc ça nous avait semblé être logique et important en fait d'y allier une communication digitale, et c'est ce que Léo nous a apporté. On avait aussi apprécié en fait d'avoir un stagiaire, parce que du coup on est souvent en fait en binôme. Oui. Avoir un avis extérieur, c'est toujours intéressant. Disruptif. Attends, quand même. Non, mais c'est vrai que c'était intéressant déjà de se faire questionner
soit d'expliquer notre façon d'avoir traité tel ou tel dossier ou de revenir sur telle ou telle mission. C'est intéressant parce que quand on est pris dans l'engrenage de ça c'est fini, prochain truc, celui-là on l'a fini, prochain contrat, on prend rarement le temps en fait de revenir et de repenser à ce qu'on a fait. Et en fait, c'est pas mal des fois de se dire c'était quand même bien, on a bien travaillé, on a fait du bon travail. Et du coup, Léo était très encensant, donc c'était très agréable. Non mais c'est incroyable. Non mais vous vous rendez compte. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'il y avait un petit peu d'exagération sur les bords, mais ça fait quand même toujours plaisir de se faire féliciter pour un travail duquel on est assez fier par ailleurs. Du coup, tu parlais de ton parcours, du fait que tu avais cherché un stage pour faire ta fin d'études et que tu nous as contactés. Est-ce que tu peux, peut-être qu'il y en a parmi nos auditeurs, peut-être qu'il y en a qui vont chercher, un peu comme toi, des stages au Japon. Est-ce que tu as des tips? Comment est-ce que tu as fonctionné? Quel Bien sûr. Je vais commencer un peu par la conclusion, mais chercher un stage et trouver un stage au Japon, c'est très dur. J'ai fait pas mal d'entretiens avant de vous contacter. C'était pas tout le temps avec des boîtes françaises, c'était avec des boîtes souvent internationales. Pas d'entretien avec des boîtes japonaises. Mais le premier défi, c'était tout simplement le décalage horaire. Ça fait qu'on a des entretiens à des heures qui sont proprement ingrates et qu'on doit souvent les mener en fait dans une période de cours. Donc c'est une double gestion professionnelle et académique de l'emploi du temps qui fait que c'est un peu compliqué. Donc moi ce que je conseille d'une part c'est de ne pas lâcher parce que c'est important. Après on en est fier, en tout cas moi là actuellement j'en suis très fier et je sais que ça restera une expérience clé dans ma vie. Donc voilà, ne pas lâcher et d'autre part essayer au maximum d'aller vers les gens et de leur montrer ce qu'on peut leur apporter, leur montrer notre plus-value, sans forcément partir sur un modèle de discussion axé sur l'entretien. Ça peut être une simple discussion dans laquelle on met en avant certains points de l'entreprise, ou ça peut être des points, mais ça peut être des points forts, des points faibles qu'on aurait repérés avant. Ça m'amène du coup sur mon troisième point, qui est la préparation. On est souvent amené à contacter énormément de monde quand on fait de la recherche de stage. C'est quelque chose qui est bien, mais en fait le problème c'est que derrière il faut quand même avoir une personnalité et montrer qu'on est capable de certaines choses et que ces certaines choses là sont pertinentes dans le cadre de l'entreprise qu'on a contactée. C'est pour ça que avoir un discours un peu adapté. Avoir un discours complètement adapté en fait. C'est une première chose que de le faire sur son CV et sa lettre de motivation. Mais c'est encore une nouvelle chose que de le faire pendant les entretiens. Et je pense que c'est vraiment déterminant. Moi, je sais que j'ai du mal à me projeter dans énormément d'entreprises parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure Mathilde, je savais en fait ce que je voulais faire. Donc à la limite, je trouvais ça plus intéressant pour moi de me concentrer sur certaines entreprises et d'essayer de vraiment aller chercher l'entretien qui soit... qui allait déboucher sur un stage. Exactement, voilà, c'est ça. Donc c'est un mélange de persévérance et de préparation. Mais je trouve que, on a quelques années d'écart, mais je pense que depuis quelques années, la recherche de stage et le stage en lui-même se rapprochent vraiment d'une recherche d'emploi. Et du coup, en fait, demande beaucoup d'investissement en termes de préparation. C'est ce qu'expliquait Léo. Faut rechercher un peu, se renseigner sur l'entreprise dans laquelle on postule, voir quand on fait notamment des candidatures spontanées comme l'a fait Léo avec nous, parce que soit on répond à une offre de stage, et dans ce cas-là, c'est relativement facile. On sait la mission, on sait le poste, on sait ce qu'on peut apporter, les lacunes qu'on a, on prépare l'entretien en conséquence. Moi, c'est ce que j'avais fait quand j'avais fait mon stage chez Campus France. Là, dans le cadre d'une candidature spontanée, il faut vraiment y aller armé. Déjà, il faut avoir le courage de le faire. Et ensuite, il faut vraiment y aller avec des arguments qu'on a réfléchis. Donc, c'est vraiment beaucoup de temps dédié à réfléchir à ce qu'on peut apporter. Et dans ce sens-là, ça se rapproche vraiment d'un entretien d'embauche. Parce que, et puis, pourquoi pas, en fait, se projeter sur une embauche derrière. Le stage, c'est professionnalisant. On travaille dans une entreprise pendant 6 mois. Même pour une entreprise, je trouve que c'est intéressant. C'est un investissement, On investit en fait dans une personne, dans un individu
qui offre à l'entreprise énormément avec ses enseignements, avec ce qu'il a envie d'implémenter dans l'entreprise ou même à l'extérieur au nom de l'entreprise. Et le fait de pouvoir avoir ce match, c'est super important. Je pense que c'est là où en fait on a tous à y gagner, et notamment de transformer en fait le stage. C'est vrai pour les VIE aussi. De transformer ça en embauche derrière, franchement, pour moi, c'est vraiment la représentation du partenariat gagnant. Ça, pour le coup, le stage qui se transforme en embauche, j'ai l'impression que c'est un modèle qui se développe de plus en plus. Et c'est ce que mes amis visent et ce que certains ont réussi à obtenir. Donc je suis très, très, très heureux pour eux, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vraiment se retrouve dans plusieurs profils. Là, nous on a un profil, enfin en tout cas moi j'avais un profil qui était plutôt du coup communication langue, mais là je parle de personnes qui étaient dans l'ingénierie, et ça a très bien fonctionné, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut viser. Et puis dans ce sens-là, en fait, l'investissement de préparation prend tout son sens, parce qu'en fait on fait un mini entretien d'embauche qui se transforme un peu en période d'essai, et puis après, une fois qu'on est réellement embauché, on fait déjà partie de la famille. C'est quand même bénéfique à plein de niveaux. Et un dernier point par rapport à ça, c'est un conseil que tu m'as donné, Mathilde, en fait, pendant l'entretien. Donc c'était pas pendant l'entretien, mais pendant une discussion. Donc c'était assez marrant parce que j'étais pas encore embauché à ce moment-là. Mais c'était de ne pas avoir peur des fiches de poste. Parce que tout à l'heure tu le disais, maintenant en fait chercher un stage c'est presque chercher un emploi. Et en fait, quand on cherche un emploi, on a des fiches de poste qui sont vraiment à rallonge. Et particulièrement, en tout cas, j'ai eu l'impression, particulièrement quand on vise l'étranger. Parce qu'en fait, pour moi, en tout cas, les fiches de poste que je cherchais, c'était du N1 obligatoire. Donc N1, pour ceux qui ne savent pas, c'est le plus haut niveau de certification en japonais que quelqu'un puisse obtenir. C'est un examen de langue japonaise pour les étrangers. Donc en fait, c'est un examen que les Japonais ne peuvent pas prendre. Il y a d'autres examens de langue, d'autres certifications de langue japonaise, que ce soit en kanji, donc un des alphabets japonais, ou même de langue japonaise que les Japonais peuvent passer s'ils le souhaitent. Mais on est vraiment c'est un peu l'équivalent d'un TOEIC pour l'anglais. Et du coup, en général, donc c'est de N1 à N5. N1 étant le plus haut niveau, et en général, beaucoup d'entreprises demandent minimum le N2, parce qu'à partir du N2, on considère qu'il y a un niveau de compréhension suffisant pour pouvoir bâtir dessus et pas être complètement à la ramasse dans la vie de tous les jours. Du coup, voilà, il y avait ce N1 là qui, il faut bien se le dire, c'est un sacré challenge. On a tous fait, du coup, nos années à l'INALCO, moi j'en ai fait 4, mais malgré ça, du coup, à la fin de mes études, je ne l'ai pas encore. J'ai pas essayé de le passer non plus, mais je ne suis pas sûr de pouvoir l'avoir du premier coup, parce que c'est vraiment quelque chose de difficile. Pareil, en anglais, on demandait du C1, du C2, et ensuite s'ajoutait à ça des compétences en marketing et en communication qui étaient parfois dignes d'une personne qui était dans le métier depuis une petite... c'est 5 ans, 5 ans je dirais, donc je le rappelle, on sort des bancs d'école, on sort de nos études, donc c'est difficile, on nous demande beaucoup de choses, mais il faut pas avoir peur, il faut y aller. On n'est pas... après 5 ans d'études, une fois qu'on a quand même validé toutes ces années, après avoir passé des parties qui sont difficiles, en tout cas on vous le mentionniez dans les podcasts précédents, mais l'INALCO c'est pas du tout facile. On n'est pas des fraudes, on vaut vraiment quelque chose, et on a quelque chose à apporter aux entreprises. Il faut au maximum essayer de leur parler sur un pied d'égalité. On ne leur doit rien, elles ne nous doivent rien non plus, mais on est des partenaires, on va échanger, on va travailler ensemble, et pour atteindre des objectifs qui sont au final communs. Je reviens juste sur les stagiaires ne doivent rien aux entreprises et les entreprises ne doivent rien aux stagiaires. C'est pas tout à fait vrai, dans le sens où les entreprises sont censées apporter un enseignement aux stagiaires. Le stage, ça reste un lieu d'apprentissage. Bien sûr. Là, ça c'est vrai pour les employés aussi. Oui. Là je parlais vraiment dans le cadre de la recherche. Bien sûr. Une fois qu'on est dans l'entreprise, évidemment qu'il y a des logiques qui se mettent en place, mais avant ça,
on a des profils qui sont complètement valables très souvent. Et puis je pense que pour revenir sur le truc de pas avoir peur de la fiche de poste, que ce soit en recherche d'emploi, d'employé, ou que ce soit en recherche de stage, même nous, on dit bon ça serait bien s'il pouvait faire ça, et puis notre stagiaire pourrait aussi faire ça, et puis ça, et puis ça, et puis à ça. 5 pattes. Donc on le sait, tout le monde le sait, c'est juste que si dans toutes ces catégories de choses qu'on demande, si il répond à peu près, on va dire à 80%, c'est beau. On peut pas demander à un junior qui a un historique de senior, c'est juste pas possible. Mais c'est ce qu'on demande parce que du coup, reach for the stars, land on the moon, c'est... Du coup, non, c'est intéressant. Le premier contact, dans notre cas, ça s'est fait via LinkedIn. Léo était en France au moment où il nous a contactés. Nous, on était au Japon. Et donc, du coup, pour un stage de 6 mois, il faut savoir qu'il y a besoin d'un visa. Donc, au Japon, si on est français, pour l'instant, il n'y a pas besoin de visa pour venir en tant que touriste, donc pendant 3 mois. À partir du moment où on dépasse les 3 mois de séjour, on a besoin d'un visa. Il faut pouvoir justifier de pourquoi est-ce qu'on reste sur le territoire pendant plus de 3 mois. Là, dans le cas de Léo, on voulait faire un stage de 6 mois, donc on avait besoin de faire une demande de visa pour un stage de 6 mois. Donc là, ça se passe en 2 étapes. Il y a une première étape qui était à nous de faire, qui était faire une demande d'autorisation de séjour, une demande d'autorisation d'entrée sur le territoire. Donc pour ça, nous, il fallait qu'on aille à l'immigration, qu'on dépose un dossier, qu'on dise on voudrait inviter Léo à venir chez Tokimeki pour rester pendant 6 mois et faire son stage de fin d'études. Voilà la convention tripartite, voilà son planning, voilà ceci, voilà cela. On a montré patte blanche du début à la fin. Moi, j'avais eu exactement le même visa quand j'étais venue pour Campus France en 2011. Mon visa était sorti en 1 semaine. Le visa de Léo est sorti au bout de 3 mois. 3 mois et demi, je pense, parce qu'on a fait la demande. Le 22 décembre. On avait échangé avec Léo en novembre, on a validé le fait qu'il vienne en stage courant décembre. 22 décembre, on a déposé la demande à l'immigration et on a reçu l'autorisation d'entrer sur le territoire fin mars, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup ça c'était le first step, parce qu'après il fallait encore que Léo aille à l'ambassade du Japon, dire j'ai mon autorisation d'entrée sur le territoire, maintenant merci de me donner le visa qui va avec. Pour avoir ce visa il fallait rajouter une bonne semaine. Bon après ça allait plus ou moins vite selon... Ça allait plutôt vite. Ouais, ça allait très très vite. En général ils disent 1 semaine parce qu'il faut prendre le rendez-vous pour aller faire le visa. Donc ça veut dire qu'il faut être soit à Paris, soit à Lyon, soit là où il y a un consulat. Marseille, il me semble. Marseille, il y en a un à Strasbourg, il y a des consulats, mais ça veut quand même dire se déplacer jusqu'à un consulat, déposer la demande de visa, attendre que le visa revienne. Donc tout ça, ça a été fait au plus vite. Mais malheureusement, Léo, nous, on avait quand même notre planning de lancer le site relativement début d'année. Léo, il avait prévu de finir vers août, donc il fallait que le stage il commence en février. Donc on a fait commencer le stage en février. Léo n'était pas arrivé encore. Non, j'étais pas encore arrivé. Du coup, on a commencé en remote. Ouais, à distance. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période difficile ? Bien sûr. Bon, évidemment, je ne voulais pas faire un stage en remote, de base. Mon but était clairement de venir au Japon. Donc j'avais très hâte de vous retrouver. Mais effectivement, je ne pouvais pas faire courir mon stage plus loin que août, étant donné qu'après, j'avais quand même mon mémoire à terminer. Et puis moi, de mon côté, j'avais aussi envie de possiblement profiter un peu de mon été. Ce qui fait qu'on a commencé en février. Il y avait une première échéance, c'était le lancement du site. Donc voilà, on a commencé, je dirais, sur les chapeaux de roue. J'ai fait mes marques assez rapidement en commençant à décortiquer un peu les documents liés à Tokimeki, que ce soit des anciens audits que vous avez commandés ou même en fait les contrats archivés. Voilà, j'ai fait ça sur une semaine, une bonne semaine. Ouais, t'as été vite. C'était très très rapide. Ouais. Et ensuite, j'ai commencé à mettre en place des documents stratégiques qui avaient pour but de nous donner des guidelines qu'on suivrait donc sur toute la longueur de mon stage. Ça, c'est un aspect stratégique, donc c'est ce qui me plaît le plus dans la communication. Mais derrière, il y avait l'aspect plutôt opérationnel qui nous a vite rattrapé, parce que comme je disais tout à l'heure, on avait le site à lancer. Ouais, il y avait le site à lancer, il y avait le décalage horaire. Aussi, ouais. Le site, c'est moi qui l'ai monté, je suis pas une professionnelle des montages de sites, donc même si c'est quelque chose qui me plaît, il fallait faire le site en parallèle, jongler avec les opérations qu'on avait en cours.
le montage du site qui se passait pas comme on voulait. Au moment, la veille du jour où on pensait lancer le site, on a tout changé. On a décalé d'une semaine. Donc c'est vrai qu'on a un peu bousculé Léo. En plus, à distance, le pauvre, il avait monté plein de choses. Et puis on a dit, oui, mais non, ça en fait, on va changer. Et puis c'est vrai que je pense que tu as eu des grands moments de solitude. C'est la distance, du coup, il y a évidemment une distance spatiale, mais qui s'accompagne d'une distance temporelle. En tout cas, avec le Japon, c'était quand même 8 heures. Ouais. Donc 8 heures, c'est exactement une journée de travail. Ce qui fait que quand vous terminez, je commençais. Ce qui fait qu'effectivement, on se sent un peu tout seul pendant la journée, étant donné que on peut pas non plus trop communiquer parce que vous êtes en dehors de vos heures de travail, donc si j'ai des questions à poser, il faut que je le fasse vite le matin. Mais après, je savais que c'était une situation temporaire, bien que je dois l'avouer, sur la fin, j'étais quand même très très heureux de pouvoir vous rejoindre. Mais il était tellement heureux, il avait tellement compris l'ambiance de l'entreprise qu'il nous a fait une petite blague. Ah, petite blague, oui. Après, j'étais un peu obligé de la faire. Parce que ça a pris tellement de temps que j'étais un peu obligé de vous dire que non, au final, je ne pouvais pas venir, qu'il y avait encore un problème avec le visa. Pour l'anecdote, donc c'était un poisson d'avril. Oui, c'était complètement un poisson d'avril. Il faut savoir qu'au Japon, le poisson d'avril, ça n'existe pour ainsi dire pas. Parce que le 1er avril, en fait, c'est la nouvelle année scolaire, c'est la nouvelle année fiscale, c'est en fait le grand renouveau, le grand chamboulement, tous les changements, tout ce qui peut se passer, toutes les nouvelles annonces, toutes les nouveautés en fait sont annoncées le 1er avril. Donc c'est absolument pas l'ambiance du Japon. C'est pas le moment de faire des blagues. Nous, on venait tout juste d'avoir son autorisation d'entrée, on était là, allez c'est bon. Demain il est là, l'ambassade lui donne son visa et là il nous envoie un message, il dit non bon en fait l'ambassade ils m'ont dit qu'il y en avait pour 3 semaines, j'arriverai pas avant je sais plus mai ou je sais pas quoi, on était là mais c'est pas possible, on va les appeler mais ils peuvent pas faire ça, c'est une honte. Et puis il nous a dit, je sais pas, 10 minutes après, c'est un poisson d'avril. C'était pas drôle du tout. Voilà. Nous on commençait à avoir de la fumée qui sortait des oreilles. Mais du coup ça nous a conforté sur le fait qu'il allait bien s'intégrer à l'équipe, parce qu'Alice et moi on aime beaucoup blaguer pendant la journée. J'ai remarqué. Par contre, il nous a aussi dit qu'il aimait beaucoup travailler dans le silence absolu. On a dit Là, on s'est dit mince, il va y avoir un problème de compatibilité. Oui, après voilà, j'aime bien travailler dans le silence quand je suis tout seul, mais de toute façon dans toutes les entreprises, il y a des dialogues, des discussions, du bruit, donc voilà, c'était à moi de m'adapter aussi. Je trouve que dans l'ensemble, tu t'es plutôt bien adapté. On va revenir sur des choses que tu as mis en place dans le cadre de ton stage dans l'épisode suivant, parce que vous avez le droit à 2 épisodes avec Léo, on va en profiter. Oui. Juste, parce que du coup on a dit vite fait ce que tu faisais chez Tokimeki, donc tu es stagiaire et tu es en charge de la communication digitale. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, dans les grandes, admettons, je sais pas, il y a 4-5 grandes lignes à donner, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu as créé, sachant qu'en fait, donc là on en parle vite fait et puis on approfondira sur l'épisode d'après. Bien sûr. En communication des organisations en tout cas, il y a plusieurs choses qu'on doit fixer avant de se mettre à travailler et donc à communiquer. La première chose, évidemment, c'est l'identité ou la personnalité de la chose sur laquelle on va communiquer. En l'occurrence, c'était Tokimeki. Pour moi, je savais à peu près dans les grandes lignes. Moi, j'avais le site internet, par exemple, et vos réseaux sociaux pour me faire une idée, mais avant ça, je ne savais pas exactement ce qu'était Tokimeki. Donc, il fallait que je définisse l'entreprise. Avec mes mots et ensuite dans un dialogue avec vous deux une chose une définition qui vous ressemble à vous aussi. Une fois que ça a été fait, on a pu du coup s'attaquer au deuxième point qui est tout simplement la fixation des objectifs de communication et les objectifs stratégiques de cette communication. On a fait ça du coup sur une période environ je dirais d'1 mois. C'est une période qui est extrêmement importante en communication parce qu'en fait ça définit tout le reste. Ça met les bases pour le reste, Ça met les bases pour tout le reste. Et une fois qu'on avait du coup ces objectifs, on n'avait plus qu'à réfléchir à comment
on allait les atteindre. Atteindre ces objectifs-là, ça passe par énormément de choses, mais surtout par une bonne compréhension des cibles qu'on va vouloir justement toucher et des canaux qu'on va utiliser pour toucher ces cibles-là. Donc ça, c'était aussi un travail très important qui avait été en partie déjà réalisé par deux personnes qui avaient travaillé avec vous. Qui nous avaient qui nous avaient accompagnés sur le site, donc Ayat et Alex, si vous passez par là, merci. Voilà. Merci à vous. J'ai pu me baser là-dessus, j'étais très heureux de pouvoir me baser là-dessus. C'était la première fois en fait. C'est très complet en plus. C'est extrêmement complet. Je suis déjà passé en fait par d'autres entreprises par le passé qui n'avaient pas de documents stratégiques de communication, et donc on doit tout faire depuis zéro. Comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, que ce soit pour une entreprise ou pour un plan de communication partir de zéro, c'est dur parce que la communication ça demande énormément de données. Et en fait là mon stage je le vois aussi comme une période de récupération de données pour Tokimeki, des données qui j'espère pourront être utilisées à bon escient pour ensuite piloter la stratégie de la meilleure manière possible. Donc voilà, c'est ces 4 points là, et le dernier point pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus humain et moins technique, c'est la persévérance. Je pense, parce qu'on est sur de la communication sur les réseaux sociaux, donc c'est un peu dur, je trouve, étant donné que c'est des plateformes qui sont là de base, en tout cas la plupart pour l'entertainment, de travailler dessus, parce que c'est vraiment un travail pour le coup. Et là où certaines communications en fait ont des retombées assez directes, je pense tout simplement à une réunion ou un meeting, voilà, on a la personne en face de soi, on sait à peu près ce qu'elle pense, on sait ce qui va se passer ensuite. La communication digitale et sur les réseaux sociaux a quelque chose d'impalpable qui est un peu déroutant au début, et en plus ça se conjugue avec une espèce d'évaluation constante. On sait en fait combien de likes on a fait, on sait combien de commentaires on a fait, c'est quantifiable. Voilà, c'est quantifiable, on a des chiffres qui sont parfois bons, parfois mauvais, et malgré tout il faut continuer d'avancer, et c'est pour ça qu'avoir une bonne stratégie de base c'est extrêmement important, parce qu'en fait c'est dans les moments durs qu'on retourne vers ces documents et qu'on se dit faut reprendre les bases, faut reprendre les bases, ou en tout cas on les avait, faut changer ci, faut changer ça, ou faut continuer là-dessus, mais en tout cas on avait fait ce travail là en amont, c'est pas pour rien, donc maintenant il faut s'en tenir au plan et continuer d'avancer, quoi. Mais puis pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la persévérance, je pense que c'est très vrai sur les réseaux sociaux. Quand on part d'une base qui est pas à zéro mais pas loin, enfin nous on n'a pas beaucoup d'abonnés sur Instagram, on n'a pas beaucoup d'abonnés sur LinkedIn, et puis on n'a pas été présente pendant très longtemps sur les réseaux, et on sait que les réseaux détestent le calme. L'algorithme en fait va absolument pas venir pêcher nos posts. Si on poste une fois tous les 6 mois, et ça part aux oubliettes, et le temps que l'algorithme accepte de nous mettre sur les pages d'autres gens, ou de nous répertorier en fait via les tags, via les hashtags, via ce genre de communication, il se passe longtemps. Donc effectivement je pense que le point persévérance c'est très important, parce que si au bout d'une semaine on me dit non mais j'ai que 10 likes alors que je pense en avoir plus, et forcément en fait c'est pas en une semaine que ça se fait, c'est un investissement de longue haleine, et c'est quelque chose sur lequel tu as beaucoup travaillé, et qu'on va maintenir du mieux qu'on peut. Et peut-être un dernier mot par rapport à la persévérance, ne pas confondre être persévérant et être obstiné, parce que effectivement il faut continuer d'avancer comme on le disait tout à l'heure, mais même si on joue avec l'algorithme, justement c'est un jeu, et dans un jeu il y a des règles, et c'est vrai que parfois en fait il faut s'y plier, il faut les respecter, donc c'est excellent de fixer une stratégie, mais si on se rend compte qu'elle ne fonctionne pas, il faut un peu ravaler sa fierté et être capable de faire un petit pas de recul et de prendre une autre direction, quoi. Que ce soit changer de plateforme par exemple, des fois si on veut pas, je sais pas moi, communiquer en vidéo, c'est ce qu'on a vu avec Léo, maintenant Instagram c'est très vidéo, très instantané. Si on préfère faire des textes, si on préfère faire quelque chose de plus distanciel, on va préférer LinkedIn, ou on va préférer d'autres plateformes. Faut réfléchir aussi en fonction de sa cible, quel genre de personne on veut toucher, et du coup quel média on utilise. Mais je pense que tout ça, Léo va nous en parler dans le prochain épisode. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés. La suite au prochain épisode.
Léo revient pour nous parler un peu plus de ses missions, de ses objectifs, de ce qui le fait vibrer. C'est ce qui lui fait... avoir le cœur qui bat la chamade. Tout à fait. Tokimeki. Et puis, merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Biam. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, LinkedIn ou Facebook pour des mises à jour et des contenus exclusifs. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions, laissez-nous un commentaire ou envoyez-nous un message à podcast@tokimeki.com. Votre avis compte beaucoup pour nous. À bientôt pour un nouvel épisode de Biam.